Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire KCIS en partenariat avec S&P Global qui a pour thème démystifier le prêt de titres, performance, réglementation et opportunités en 2023. Le but de notre intervention aujourd'hui sera de répondre aux idées reçues concernant les activités de prêt de titres et de rappeler son intérêt aussi bien en termes de liquidité pour les marchés financiers, mais aussi en termes de revenus pour les clients détenteurs de titres. Pour ce faire, nous allons vous introduire les intervenants ce jour. Avant toute chose, nous allons faire un point sur l'industrie avec Matt Chesum, Director Securities Finance chez S&P Global. L'intervention de Matt aura pour but de vous rappeler qui est actif sur le marché du prêt de titres, sur quelle zone géographique le prêt de titres est actif et comment les acteurs font du prêt de titres à travers les classes d'actifs les plus recherchées. Ensuite, avec moi, donc Donia Rugeb, responsable commercial des activités Securities Finance et Repo chez KCIS, nous verrons l'aspect réglementaire, donc un panorama rapide, étant donné que nous n'aurons pas assez de temps pour faire un tour exhaustif, mais un bon panorama de l'actualité réglementaire, ainsi que les sujets de performance, quels sont les axes du moment, où est-ce qu'on pense pouvoir aller chercher de la rémunération sur l'activité prêt de titre en 2023 et un point aussi très important sur le développement durable, thème extrêmement important et cher à nos yeux, qui nous permettra de rappeler comment le prêt de titre peut s'inscrire dans une politique d'investissement durable. Le but de ce point sera de démystifier, comme le titre de ce webinaire l'indique, l'activité et tordre le cou à certaines idées reçues. Enfin, avec Rémi Ferraretto, commercial senior chez KCIS, en charge des activités prêt, titres et repo, nous ferons un petit tour sur l'offre de produits KCIS et comment les solutions KCIS répondent aux besoins de nos clients, aussi bien sur la partie prêt de titres que la partie emprunt de titres et aussi financement, car nous sommes en charge de l'activité prêt, mais aussi des activités de pension livrée. Pour clôturer cette intervention, nous aurons une session de questions et réponses. Donc n'hésitez pas, dès à présent, à poser vos questions sur le petit encart prévu à cet effet, afin que vos experts, donc Matt et Rémi, ainsi que moi-même, je l'espère, puissions répondre à vos demandes spécifiques ou plus génériques en lien avec le thème de ce matin. Donc je vais laisser la parole à Matt, qui va nous faire une overview de l'activité prêt titre en 2023. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Matt Chesum et je représente S&P Global Market Intelligence. Chez S&P, nous fournissons des données au marché de prêt de titres. Nous offrons une base de données indépendante et exclusive qui assure une transparence quotidienne sur le marché du financement des titres. La source principale de nos données provient des courtiers de marché, des dépositaires, des gestions d'actifs et des hedge funds. Les données sont utilisées par le marché principalement pour aider à évaluer les opérations de financement des titres, à identifier la liquidité intrajournalière, en construisant les portefeuilles d'analyse comparative, à découvrir des risques potentiels de compression à vente à découverte et à gérer le risque d'investissement. Donc, au cours des 18 derniers mois, la combinaison d'un changement radical de politique monétaire, d'une augmentation du niveau de risque géopolitique et d'une plus grande volatilité des marchés a créé l'environnement idéal pour les opérations de prêt de titres. Les revenus en 2022 ont atteint le plus haut niveau depuis 2008. 12,5 milliards ont été générés par les activités de prêt de titres. Au cours du premier semestre de 2022, les prêts d'actions ont généré des revenus de 4,7 milliards de dollars et les prêts d'obligations ont généré les revenus de 1,3 milliard de dollars. Comme vous pouvez constater, au cours du premier semestre 2023, les revenus ont encore augmenté. Les revenus liés aux prêts des actions ont augmenté de 15% et les revenus générés par le prêt d'obligations ont augmenté de 23%.
Au cours du premier semestre 2022, les frais moyens payés par les emprunteurs d'obligations étaient de 17 points de base et l'utilisation moyenne, qui correspond au pourcentage du portefeuille qui a été prêté, était de 15,21%. Pour les actions, les frais moyens étaient de 73 points de base avec un taux d'utilisation de 3,84%. Comme on peut voir, les frais moyens commandés par les prêteurs de ces deux catégories d'actifs ont encore augmenté pendant le premier semestre de 2023. Comme on a vu l'année dernière, la grande majorité des revenus ont été générés par le prêt d'actions américaines et d'obligations d'entreprise et d'État. Le rythme de l'évolution de la politique monétaire a créé de nombreuses possibilités pour les emprunteurs d'obligations. Avoir accès à la liquidité pour les banques en forme des obligations de haute qualité et la volatilité observée dans les taux des obligations de court terme ont été des moteurs importants de la demande. Les actions américaines prêtées aux frais élevés continuent à contribuer de manière importante aux revenus. AMC, la société de cinéma, par exemple, a généré plus de 450 millions de dollars de revenus cette année. Le secteur des véhicules électriques a suscité beaucoup d'intérêt de la part des emprunteurs, tout comme le secteur de la technologie et l'immobilier. Donc, si on regarde les revenus de marché, comme on peut voir avec ces graphiques, non seulement les revenus de prêt de titres ont augmenté au cours de l'année dernière, mais une métrique qui s'appelle... je m'excuse. En utilisant les revenus annuels de 2021 et 2022, nous pouvons voir que les gestionnaires d'actifs ont généré la plus grande part des revenus de marché. En 2022, les gestionnaires d'actifs ont généré 800 millions de dollars de revenus supplémentaires par rapport à 2021, ce qui représente une augmentation de 24%. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle parmi tous les acteurs du marché. Les gestionnaires d'actifs ont tendance à détenir un large éventail d'actifs au sein de leur fonds, ce qui rend parfait pour les prêts de titres. La diversité des stratégies et des types d'investissements utilisés garantit que, quelles que soient les conditions du marché, les gestionnaires d'actifs détiennent généralement les actifs qui vont toujours s'intéresser aux emprunteurs. Les fonds de pension ont tendance à détenir une proportion élevée d'actifs obligataires de haute qualité. Par conséquent, les revenus qu'ils génèrent sont généralement liés aux exigences du marché en matière d'obligations liquides et de haute qualité. Donc, les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension d'assurance, les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension et d'assurance et les fonds souverains sont actuellement les participants du marché les plus actifs. La diapositive nous montre les encours prêtables moyens par type de client. Comme on peut constater, la grande majorité des actifs provient des gestionnaires d'actifs et des fonds de pension. En 2022, la taille des actifs prêtables a été de moyenne de 31 000 milliards de dollars en moyenne et 58% de tous les stocks provenaient des gestionnaires d'actifs et 20% des fonds de pension. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que même si les gestionnaires d'actifs ont les stocks prêtables le plus importants, les fonds de pension ont généralement la plus grande proportion de leurs actifs prêtés, suivis par les gestionnaires d'actifs et les fonds souverains. En ce qui concerne les encours des prêts, en 2022, une moyenne journalière de 2,36 000 milliards de dollars ont été prêtés. Les fonds de pension représentaient généralement 36% de tous les encours de prêts avec 850 milliards de dollars d'actifs prêtés, tandis que les gestionnaires d'actifs et les fonds souverains avaient un peu moins de 580 milliards de dollars actifs prêtés, ce qui représentait 25% de toutes les positions prêtées chacun. Et cela se résume le fait que, comme nous l'avons mentionné précédemment, les fonds de pension détiennent et prêtent une grande proportion d'obligations liquides de haute qualité, ce qui augmente la valeur d'actifs prêtés pour ce type de clients. Donc, en regardant le rendement moyen des titres prêtés par type d'actifs, on peut voir avec ces graphiques non seulement les revenus de prêt de titres ont augmenté au cours de l'année dernière, mais une métrique qui s'appelle le rendement de prêt a également augmenté. Cette mesure indique le rendement moyen en point de base qui a été généré sur une portefeuille moyenne au cours de l'année. Le rendement moyen
a considérablement augmenté en 2022, ce qui représente une bonne nouvelle pour les prêteurs car ils arrivent à prêter la même quantité d'actifs de leur portefeuille mais gagnent plus de revenus. Donc, en sommaire, le marché de prêt de titres est très bien établi et génère des rendements significatifs pour les participants du marché. Au cours du premier semestre de cette année, les revenus ont augmenté de 17% par rapport à 2022, ce qui a été la meilleure année depuis 2008. En 2008, le marché a généré plus de 13 milliards de dollars, ce qui est le record en fait. Comme on l'a vu, les niveaux de l'utilisation moyenne pour les actions et les obligations sont tombés au premier semestre de cette année par rapport à 2022. Et plus de 7 milliards de dollars de revenus ont été générés pour les participants. Donc la taille du marché continue également de s'agrandir, bien que le valeur totale des actifs ait légèrement diminué pour s'établir à 31,6 000 milliards de dollars l'année dernière, en raison d'une chute des prix d'actions au cours du dernier trimestre de l'année. En regardant sur une période de 5 ans, il y a eu une augmentation constante des actifs disponibles. Ceci nous indique que les gestionnaires de fonds se tournent de plus en plus vers le prêt de titres pour les aider à réduire les ratios des frais sur les fonds et à augmenter le rendement de leur placement. Et maintenant, je vais passer la parole à Donia. Merci Matt. Donc effectivement, après cette overview rapide sur les données en termes de revenus et d'intérêts par typologie de clients, alors quand on dit clients, ce sont en fait les détenteurs finaux de titres, et ainsi que les zones géographiques, allons maintenant sur des thèmes un peu plus globaux, qui vont être les thèmes liés notamment à l'environnement réglementaire. Donc, je rappelle une première chose, c'est que le prêt-titre est un marché de gré à gré. Donc, c'est une des raisons qui fait que les régulateurs sont extrêmement vigilants sur 3 thèmes principaux qu'on vous détaille sur la slide qui s'affiche devant vous. Le premier sujet est la transparence. Le deuxième est la liquidité des marchés et le troisième, la meilleure exécution, ce qu'on appelle en anglais la best execution. Donc sur le thème de la transparence, le point important en tout cas pour les régulateurs nationaux et supranationaux, c'est l'idée de dire que le prêt-titre est une activité de gré à gré, OTC. Nous avons besoin d'avoir une clarté et une transparence du début à la fin de ces transactions de prêt de titre. Donc à travers certaines réglementations qui ont été mises en place, on a obligé les acteurs de marché à divulguer de manière beaucoup plus systématique leurs transactions de prêts collatéralisés. Un exemple, l'exemple le plus probant, c'est le reporting SFTR. Donc SFTR est une réglementation qui a été mise en place depuis 2020 et qui oblige une grande partie des acteurs de marché à divulguer pour chacune de leurs transactions de prêt de titre des éléments qui vont être envoyés en fait à ce qu'on appelle un trade repository qui va aller stocker toutes ces données-là. Donc le reporting SFTR est très lourd, c'est un peu plus de 150 champs. Mais ça permet d'imposer une certaine standardisation de l'activité prêt de titre, étant donné que pour pouvoir reporter autant de champs, il faut avoir une approche beaucoup plus standardisée. Donc la transparence, c'est vraiment un thème très important. Lorsqu'on pense à rentrer dans des activités de prêt de titre, il faut penser à adresser ce sujet-là. Le deuxième point important, et on rentre pleinement dans le thème du webinaire qui est de démystifier le prêt de titre, est la liquidité des marchés. Je rappelle qu'à ce jour, il n'y a aucun organe régulateur qui interdit le prêt de titre. Le prêt de titre est au contraire connu et reconnu comme aidant la liquidité des marchés financiers. Tout le monde se rappelle de 2008 avec Lehman. Nous avons eu aussi d'autres crises de liquidité et le prêt de titre a permis de fluidifier les règlements livraison de pas mal d'opérations à cette époque et jusqu'à présent, le prêt de titre est beaucoup utilisé pour fluidifier les règlements sur les marchés. Donc, c'est important de garder en tête ce point-là. Le troisième thème cher aux régulateurs est bien évidemment la bonne exécution, voire la meilleure exécution.
Donc, nous avons dit que nous sommes sur un marché OTC. Donc, à la différence d'un marché listé, le concept de meilleure exécution est relatif, étant donné qu'il n'y a pas d'exhaustivité possible quand il s'agit de comparer son exécution à tout un marché. En revanche, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de se comparer de manière plutôt efficace. Matt, qui fait partie de S&P Global, a par exemple, en tant que data provider, accès aux données des principaux participants de marché sur le prêt de titres, et des organismes tels S&P, mais aussi d'autres tels Markit par exemple, permettent en fait d'avoir à disposition des données pour pouvoir comparer la bonne exécution d'un prêt de titre par rapport à ce qui est fait sur le marché. Donc ces 3 thèmes sont importants. Pour se laisser le temps de développer d'autres sujets, nous ne rentrerons pas dans plus de détails, mais en tout cas, il faut vraiment les avoir en tête lorsqu'on décide de rentrer sur des activités de prêt de titre. Du coup, pour les prêteurs, les principaux points importants à avoir en tête en 2023, nous les avons listés, ils sont de l'ordre de 3. Bien évidemment, nous ne sommes pas exhaustifs. Le premier point est CSDR. Pourquoi est-ce qu'on parle de CSDR alors que nous sommes sur un webinaire de prêt de titre? Pour rappel, CSDR est une réglementation qui pousse les acteurs de marché à avoir une meilleure discipline de règlement en livraison. C'est-à-dire que s'ils ne règlent pas en temps et en heure leurs opérations, ils peuvent faire face à des pénalités. Le prêt de titre peut aider les prêteurs, étant donné que le prêt de titre leur permettrait, s'ils allaient emprunter des titres, de régler en temps et en heure leurs transactions, en attendant de pouvoir récupérer les titres qui, pour diverses raisons, peuvent être bloqués. Donc CSDR est extrêmement lié au prêt de titre, dans le sens où le régulateur reconnaît que ça peut être un outil très efficace. Le deuxième thème pour les prêteurs, alors ça va plutôt concerner les fonds régulés, donc notamment les UCITS, c'est le fait qu'il faut bien évidemment travailler sur la transparence pour les porteurs de parts. Donc à travers les prospectus des fonds, où il faut vraiment indiquer si du prêt de titre est effectué sur le fonds, qui effectue le prêt de titre, si le partage de revenus est un partage correct, c'est-à-dire que la majeure partie des revenus, je le rappelle, doivent revenir au fonds. Néanmoins, si vous avez un prestataire de service qui effectue le prêt de titre pour vous, il doit être rémunéré. Toujours est-il, il faut que le porteur de parts soit au courant. D'autres sujets, notamment la revue de la réglementation UCITS, qui, pour rester très simple, oblige à plus de transparence, fait que le prêt de titre est une activité qui doit être encadrée d'un point de vue réglementaire, qui doit être vu plus que vu, doit être présent dans la documentation qui est mise à disposition des porteurs de parts. Le troisième point, c'est SFDR. Alors, on va en parler un peu plus tard, vu qu'on va avoir une slide dédiée à l'investissement durable. Mais SFDR, de manière générale, est un sujet pour tous les gérants qui souhaitent développer une politique d'investissement durable. Et le prêt de titre peut s'inscrire dans ce cadre SFDR. Donc, voilà à peu près les 3 principaux thèmes pour les prêteurs que nous pouvons observer à ce jour. Côté emprunteur, quels sont les principaux thèmes? Alors le principal thème, il faut l'avoir en tête, c'est tout ce qui a trait à la consommation de bilan, notamment BAL 4. Pour rester assez général et pas trop prendre de temps en rentrant dans beaucoup de détails, il faut garder en tête une chose, c'est que suite à Lehman, la crise de liquidité, et tous les événements qui s'en sont suivis, les régulateurs ont souhaité que les banques, institutions financières de manière générale et les banques en particulier, puissent avoir des provisions sur leur bilan importantes pour pouvoir faire face à des chocs de liquidité en cas de crise systémique.
Qu'est-ce que ça veut dire et quel est le lien avec le prêt de titre? Ça veut dire que les institutions financières, donc les emprunteurs en général, sont plutôt les institutions financières, mais aussi les prestataires de services, doivent provisionner leur bilan face aux activités de prêt de titre. L'impact que ça va avoir sur le prêteur de titres, c'est que en face de lui, il va avoir des emprunteurs qui vont avoir des contraintes fortes et des coûts qui vont augmenter. Donc, le BAL 4, en soi, veut dire qu'il risque d'y avoir à un moment donné une tension côté emprunteur pour optimiser leurs coûts et aller emprunter des titres à des prêteurs qui leur permettent d'utiliser moins de bilan. Donc c'est quelque chose à avoir en tête parce que la tendance va s'accentuer ces prochaines années. Le deuxième sujet, qui est un sujet alors assez spécifique, mais qui mérite quand même d'être adressé, c'est tout ce qui a trait au coût des prestataires de services. Donc, à ce jour, le prêt de titre est principalement fait en modèle agent pour les prestataires de services. Alors, je rappelle la différence entre le modèle principal et le modèle agent. Le modèle principal, c'est lorsque le prêteur se retrouve directement face à son prestataire de service et le prestataire de service va prêter les titres dans le marché. Un modèle agent, d'un point de vue juridique et risque, fait que le prestataire de service va faciliter la transaction, mais d'un point de vue d'exposition de risque, le prêteur va être face à son emprunteur. Ces modèles agents ont été développés justement pour éviter de consommer trop de bilan, mais pour pouvoir rassurer les clients qui utilisaient les prestataires, il a été donné ce qu'on appelle une clause d'indemnisation qui permettait d'indemniser les prêteurs en cas de défaut de l'emprunteur, l'indemnisation portant sur la différence entre la valeur du titre qui avait été prêté et le collatéral qui avait été reçu. Donc s'il y avait une différence entre le collatéral et le titre prêté, à ce moment-là, cette différence était indemnisée par le prestataire de service. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle parce que cette clause a un coût et cette clause risque d'être revue à terme, étant donné que dans le cadre plus général de l'optimisation des ressources bilancielles, les prestataires vont se retrouver de plus en plus contraints sur ce thème. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on parle d'emprunteurs et de prestataires de services. C'est parce que beaucoup de prêteurs font appel à des prestataires de services car ils ne sont pas assez gros en termes de taille pour pouvoir faire du prêt de titre tout seul. Donc en général, les gros acteurs peuvent faire leur prêt de titre seuls parce qu'ils ont des économies d'échelle. En revanche, certains acteurs qui n'ont pas les ressources, notamment de middle office, de back office, de suivi des risques, etc., vont plutôt faire appel à des prestataires de services qui, eux, ont une structure qui leur permette de mutualiser les coûts auprès de plusieurs de leurs clients. Donc pour conclure sur cette slide réglementaire, ce qu'il faut retenir, c'est que le prêt de titre est une activité qui est réglementée, une activité qui est reconnue par les régulateurs nationaux et supranationaux. Les trois thèmes importants, c'est la transparence, la liquidité des marchés et la meilleure exécution. Il y a des façons et des outils de pouvoir répondre à ces objectifs-là. Les prêteurs ont des sujets à suivre en termes de réglementation ces prochaines années. On parlait de CSDR, on a parlé de la réglementation UCITS-SFDR. Et côté emprunteur, il va y avoir cette pression sur les ressources bilancielles qui font qu'ils vont devoir revoir très certainement leur modèle économique. Pour passer à la slide suivante, qui est une slide qui est importante, il y a un point qui parfois peut être oublié et qui est pourtant essentiel. Alors il est essentiel pas seulement pour le prêt de titre, en réalité il est essentiel de manière générale dans le monde dans lequel on vit. C'est la technologie. Donc nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Nous, acteurs du prêt de titre, voyons les volumes augmenter. Pour vous donner une idée, alors entre différentes sources, nous fait part d'une augmentation en termes de volume d'à peu près entre 20 et 25% entre 2021 et 2022. Et la tendance continue à
aller dans ce sens. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe, plus de réglementation, plus de flux. La technologie est donc fondamentale pour pouvoir gérer ces activités. La bonne nouvelle, c'est que la technologie, on l'a. Donc, à travers ce qu'on appelle le machine learning, à travers des reporting et des développements informatiques qui permettent d'avoir une meilleure vision et un meilleur pilotage de nos activités. Donc, la technologie, aujourd'hui, il faut la garder en tête. Si on veut construire un programme de prêt de titre, il va falloir l'intégrer. Concernant la performance en 2023, alors les axes du moment. Et pourquoi le prêt de titre peut être source de rendement en 2023 ? Alors, je pense qu'il est important de rappeler ce que Matt nous a dit en première partie. Nous sommes sur des rendements historiques en ce qui concerne le prêt de titre. Nous ne savons pas si ces rendements continueront à aller vers une hausse aussi marquée. Toujours est-il, le prêt de titre a aujourd'hui extrêmement rémunérateur. Des opportunités, néanmoins, peuvent encore être présentes dans le marché, notamment à travers le collatéral. Donc les principaux points à retenir sur le collatéral, c'est le fait de pouvoir avoir comme structure le nantissement à la place de collatéral, qui permet en fait d'avoir de meilleurs rendements sur les opérations de prêt de titre que vous pourriez effectuer. Alors, ce qui est important sur le nantissement, c'est s'assurer que, réglementairement parlant, vous puissiez le faire. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous avez aussi le fait de pouvoir élargir une matrice de collatéral, c'est très important. À ce jour, nous avons de plus en plus d'acteurs qui viennent sur le prêt de titre parce qu'ils sont à la recherche de rendements complémentaires. Et le fait que les régulateurs continuent d'adouber cette activité, qui reste sécurisée, étant donné que vous avez un collatéral qui est révalorisé tous les jours, fait que vous avez de plus en plus d'acteurs, prêteurs. Donc il faut être attractif en tant que prêteur. Avoir une matrice de collatéral un peu plus large qui accepte d'autres catégories d'actifs permettent de travailler sur cette attractivité-là. Il y a aussi le sujet des Central Clearing Counterparts. C'est un sujet un peu plus technique. On n'aura pas le temps, je pense, d'aller plus dans le détail, mais il est important de le mentionner, étant donné que c'est aussi un axe potentiel de développement, étant donné qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur cette typologie de plateforme. Concernant les autres axes de marché, au-delà du collatéral, on sait très bien qu'on est à la fin du TLTRO, ce qui veut dire qu'il va y avoir plus d'opportunités, notamment sur le financement. Donc plus d'intérêt sur des opérations dites de collatéral switch, c'est-à-dire prêter une typologie de collatéral contre un autre type de collatéral. On l'a vu dans les chiffres de Maître encore une fois. Les actifs qu'on appelle HQLA, High Quality, sont en général très recherchés et par les emprunteurs qui vont donner un autre type de collatéral en face. Si possible sur des maturités qui peuvent aller, en général, pas mal d'intérêt sur du 3 mois, mais d'intérêt aussi au-delà de l'année, notamment pour des besoins de ratio NSFR de certains emprunteurs de marché. Voilà. Et dernier petit point qui reste encore à voir, c'est le réinvestissement du cash. Il y a de l'appétit effectivement pour réinvestir le cash reçu en collatéral dans le cadre du prêt de titre. En revanche, gardez bien en tête que le réinvestissement du cash, c'est un risque. Contrairement au prêt de titre où on est sur une activité collatéralisée où si les titres sont vendus, on est censé pouvoir les récupérer, vous avez du collatéral en face qui vous sécurise. Là, si on réinvestit du cash, c'est une véritable décision de gestion. Donc, il faut avoir de l'appétit pour le risque. Donc, en conclusion de cette slide, et toujours dans le but de démystifier le prêt de titre, le prêt de titre est source de performance. Il y a encore des axes pour aller chercher de la surperformance sur ces activités collatéralisées. La technologie va être clé pour pouvoir continuer à gérer ce flux et répondre aux besoins, notamment des régulateurs. Très rapidement, pour avoir le temps de parler de ce thème qui est cher à beaucoup de personnes, et en premier lieu à KCIS, c'est la durabilité. Donc la durabilité, le prêt de titre, est-ce que c'est possible ? La réponse, et c'est une bonne nouvelle, c'est que oui, le prêt de titre peut être compatible avec une approche durable de gestion de portefeuille. Gardez en tête qu'il y a 5 piliers, en tout cas 5 piliers qui font consensus.
qu'il va falloir suivre. Le premier, c'est sélectionner un prestataire de service qui ait des valeurs de durabilité, RSE par exemple. La transparence et l'éthique, on en a parlé, donc la transparence auprès des porteurs de parts, auprès des investisseurs, donc vraiment dire si on fait du prêt titre, avec qui, comment on partage la rémunération. La sélection des contreparties à qui vous allez prêter les titres, ça aussi c'est important. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence. Vous avez en général en tant qu'investisseur final une sélection des contreparties à qui vous vendez les titres, en tout cas de vos intermédiaires de marché. Il faut avoir cette même optique quand il s'agit de la sélection des contreparties emprunteuses. Enfin, les deux derniers points qui sont les points les plus discutés, c'est la sélection du collatéral. Si vous avez une politique de sélection en termes d'investissement, il y a un grand débat sur le sujet, mais beaucoup estiment qu'il faut aussi avoir une politique de sélection sur le collatéral. Et enfin, les votes en assemblée générale. Je rappelle que le prêt de titre est une activité qui est censée être transparente pour la gestion de portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est de la cession temporaire de titres, donc les actifs ne sortent jamais de la valorisation de vos portefeuilles et le collatéral étant une garantie n'est jamais comptabilisé. Tous les produits d'opérations sur titre, type dividende ou coupon, vous sont reconnus à selon les conditions économiques qui sont les vôtres. La seule chose qui fait que le prêt de titre ne peut ne pas être transparent, c'est le vote en assemblée générale, étant donné qu'un emprunteur ne peut pas aller voter pour vous, ou en tout cas, quand bien même il irait voter pour vous, il ne pourrait pas vous prouver qu'il a voté pour les résolutions que vous souhaitez. Donc, dans le cadre des votes en assemblée générale, pour les clients qui souhaitent être engagés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à leur prestataire de service, ou alors ils vont le faire eux-mêmes, rappeler ces titres. Donc, en conclusion de cette slide, ce qui est important à retenir sur la durabilité, c'est qu'il y a certains piliers à suivre qui font consensus aujourd'hui. Il n'y a pas de claire réglementation sur le sujet, mais je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, étant donné que le débat ESG-ISR est un débat extrêmement large. Certains labels essayent de se mettre en place. Je pense notamment pour la France au label ISR, qui, soit dit en passant, autorise le prêt de titre. Mais si, en tant qu'investisseur final, vous suivez ces piliers, vous ferez consensus sur le fait que vous avez une activité de prêt de titre compatible avec vos valeurs ESG et ISR. Donc voilà pour la partie, on va dire, réglementation, technologie, performance et surtout de durabilité. La conclusion de cette partie, c'est que le prêt de titre est une activité connue, reconnue, extrêmement mature et extrêmement encadrée. Charge ensuite aux investisseurs finaux de définir leur programme de prêt de titre selon les critères qu'ils ont choisis. Et pour pouvoir continuer sur le sujet, je vais passer la parole à Rémi Ferraretto qui justement va présenter l'offre de service KCIS qui répond aux besoins de nos clients qui souhaitent rentrer sur des activités de prêt de titre mais qui ne savent pas spécialement comment faire. Pardon. Eh bien, merci Donia. Donc effectivement, nous allons regarder maintenant l'offre KCIS concernant les cessions temporaires de titres. Donc pour démarrer cette partie, tout d'abord une vue globale de l'ensemble des marchés sur lesquels l'équipe KCIS traite les cessions temporaires, donc qui est tout d'abord précise, localisée à Luxembourg, mais grâce à un certain nombre d'outils, à la capacité d'agir sur la plupart des marchés où les cessions temporaires peuvent être traitées. Avec un accès très large sur non seulement les marchés, mais également la capacité de traiter les produits, les classes d'actifs aussi variées que les actions, les obligations corporate ou souveraines, les obligations convertibles et les ETF. Pardon. Ces différents classes d'actifs peuvent être traitées
principalement trois types d'activités. Et ces trois types d'activités, donc nous allons les détailler avec vous maintenant. Tout d'abord, en haut de cette slide, vous voyez l'activité de prêt de titre, c'est celle qui a été assez largement développée. Il s'agit donc du prêt de titre soit en modèle agent, soit en modèle principal. Alors pourquoi un modèle agent ou un modèle principal? Eh bien, il y a quelques facteurs à prendre en compte. Les deux facteurs essentiels sont tout d'abord les clients en mode principal, en modèle principal, ne feront face qu'à leurs prestataires, c'est-à-dire KCIS. Alors qu'en modèle agent, eh bien, les portefeuilles ou les clients feront face directement aux emprunteurs et KCIS va jouer le rôle d'agent lender. Qu'est-ce qui va distinguer, qu'est-ce qui va faire qu'un client va s'orienter vers l'un ou l'autre de ces deux modèles? C'est soit eh bien, sa capacité à faire face au marché ou alors son souhait de ne faire face qu'à son prestataire, mais également il est du rôle du prestataire, c'est-à-dire KCIS, de recommander à son client pour une optimisation optimale de ses inventaires, soit d'aller sur un modèle agent, soit d'aller sur un modèle principal. Ces deux modèles peuvent être également traités dans ce qu'on appelle un process en remote, c'est-à-dire un process dans lequel le client n'est pas déposé chez KCIS. Le deuxième principale activité que nous allons vous décrire, il s'agit de l'emprunt de titres. Donc, Donia vous expliquait précédemment que la régulation a mis en place récemment le CSDR. CSDR, donc, il s'agit donc d'une régulation qui impose une certaine discipline sous peine de pénalité liée au règlement livraison. Et donc pour permettre à nos clients de couvrir ce risque de suspens de livraison, eh bien, KCIS a mis en place deux principaux produits de couverture qui sont le fail coverage ou le top borrow. La différence entre ces deux produits, c'est que le fail coverage est un produit de couverture à la demande, c'est-à-dire que les clients viennent voir l'équipe KCIS et demandent la couverture sur un titre donné pour une quantité précise et charge à eux ensuite de retourner les titres lorsqu'ils n'en ont plus l'utilité. L'auto-borrow, c'est quelque chose de beaucoup plus automatique, comme son nom l'indique, donc dans lequel KCIS a développé un outil qui va prendre une photo des positions des clients à l'approche du cut-off de l'heure de livraison, du dernier délai de livraison, qui va identifier les positions qui ont besoin d'être couvertes et qui va procéder à la couverture de ces titres de manière à ce que le client puisse livrer ses ventes. Ces deux produits donc, sont en pleine expansion et les clients donc, ont bien compris que la discipline de livraison avait besoin de ce type de service pour pouvoir fluidifier les process. Enfin, le troisième activité essentielle, il s'agit du financement de titres. Donc le financement de titres, ça peut être décliné sous plusieurs produits. Donc il s'agit d'abord de l'asset switch, donc l'échange de collatéral, que l'on peut dire. Donc il s'agit d'échanger un titre contre un autre, un titre qui sera en général senior, d'une seniorité assez élevé, donc de titres souverains de bonne qualité contre des titres on va dire, type action ou obligation corporate. Donc ce que vous expliquez tout à l'heure, Donia, en termes de liquidité des banques, et avec la fin du TLTRO, c'est un produit qui est assez demandé en ce moment, car les banques sourcent pas mal de titres souverains de bonne qualité pour compenser une partie de ces remboursements de TLTRO.
Il y a aussi les pensions livrées qui permettent aux clients soit d'emprunter du cash pour leur permettre de le réinvestir de leur côté, ou alors, quand il s'agit de fonds régulés, type UCITS, qui ont des contraintes de cash à la fin de la journée, de leur permettre de revenir à des niveaux de cash en dessous des ratios réglementaires. Nous allons passer au slide suivant qui vous présente les différents points clés de l'offre de KCIS. Il s'agit d'abord, comme nous l'avons vu en tout début, de l'expertise de l'équipe, donc une équipe reconnue de seniors qui traite sur beaucoup de produits et marchés. La sécurité qui est effectuée grâce à un encadrement très strict des règles de conformité et de risque. La performance et technologie qui permet de gérer les volumes, mais également d'affiner les niveaux de marché. La transparence, grâce à laquelle nos clients ont une connaissance quasi en temps réel des opérations qui sont effectuées sur leur portefeuille, mais aussi la comparaison avec un benchmark. Nous avons vu tout à l'heure avec S&P Global la capacité de répliquer des benchmarks synthétiques. Et enfin, une offre sur mesure qui nous permet d'offrir à nos clients la capacité de gérer leurs besoins et leurs contraintes de la manière la plus fine possible. Voilà, je suis allé un petit peu rapidement sur ces slides, c'est pour nous permettre de passer aux questions désormais. Nous allons accueillir de nouveau Donia et Matt pour cette partie questions. Alors écoutez, on va regarder et on a 4 petites minutes pour répondre aux questions. Alors, on va prendre une question à laquelle peut-être Matt pourra répondre. Vous avez mentionné que les prêts d'actions ont généré 5,4 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année. Pouvez-vous nous présenter les revenus par région géographique, s'il vous plaît? Donc, je pense que l'idée, c'est de savoir quelle région est la plus... Oui, là, il n'y a pas de problème. En fait, si on regarde le marché européen, les actions, ils ont généré 966 millions de dollars. Aux États-Unis, en fait, ou je dirais plutôt les Amériques, 2,8 milliards de dollars. Et en Asie, en fait, les actions asiatiques, elles ont généré juste un tout petit peu plus qu'un milliard de dollars. Je sais que la question, ça nous a demandé pour les actions, mais je vais juste passer aux obligations aussi, juste parce que je crois que c'est intéressant pour l'audience, en fait. Les obligations d'État, en fait, le premier semestre de l'année, en fait, elles ont généré plus ou moins 600 millions de dollars. Et des corporate bonds, les obligations d'entreprise, en fait, elles ont généré juste un tout petit peu plus que 967 millions de dollars pendant le premier semestre de l'année. Ok, très bien. Donc, en conclusion, les États-Unis, quoi. Ouais, voilà. Très bien. Autre question. Une question qu'on nous pose très souvent. Quelle est la différence entre prêt de titre et pension livrée? Alors, la différence entre le prêt de titre et la pension livrée, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de différence que ça, mais si on doit schématiser, la pension livrée ou le repo est un outil plutôt de trésorerie. Donc, c'est pour ça que tout le monde connaît le repo ou la pension livrée. En général, les trésoriers vont soit prêter, enfin en tout cas faire des opérations de pension, mettre en pension leur titre, si on veut être correct, pour récupérer du cash en collatéral, et ce cash, ils vont l'utiliser pour le réinvestir, soit sur des supports auxquels ils ont accès et où leur cash va être correctement rémunéré, soit pour leurs dépenses diverses et variées. Le prêt de titre, en revanche, on est plus sur de la performance en tant que telle. C'est non pas aller mettre en pension 100 millions d'OAT ou 200 millions de Boon, ça va être je vais prêter de l'action Carrefour par exemple, je n'ai pas d'intérêt personnel dans Carrefour, mais sans titre Carrefour parce que je sais que je vais pouvoir aller récupérer une commission sur ce prêt. Donc un outil de trésorerie, un outil de performance. Il est vrai néanmoins que de plus en plus, la frontière entre ces deux activités devient poreuse, étant donné qu'à travers le prêt de titre,
on peut récupérer du collatéral, non pas titre, mais aussi cash. Et il est aussi vrai que sur les opérations de pension livrée, on peut aller mettre en pension des titres particulièrement recherchés. Mais la grande différence, elle est là, trésorerie, performance. Dernière petite question, parce qu'on arrive à la fin, hein, c'est pourquoi un produit de type Autoboro serait intéressant, sachant que la contrepartie défaillante compense les pénalités CSDR que je devrais payer. En 30 secondes, Rémi. Oui, alors volontiers. Donc effectivement, vous recevez des pénalités positives du marché, mais eh bien, il y a des cas où les pénalités de marché sont très excessives et elles peuvent être largement compensées grâce aux couvertures de position avec l'Autoboro. Ce qu'il faut, bien entendu, il faut faire des estimations et ça, KCIS a les outils pour les faire et pour pouvoir simuler si eh bien, des cas de fail coverage ou Autoboro compenseraient les pénalités positives. Parfait. Mais écoutez, on va s'arrêter là. On a déjà dépassé d'1 minute. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez pu avoir certaines réponses à vos questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux, à travers le site de KCIS ou bien le site de S&P si vous voulez parler directement avec Matchesum. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier pour sa participation aujourd'hui. Grand merci à tous et bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.